Ah ben j'étais déjà en train, je suis en train. Elle est partie là? Oui, oui. Ouais, ouais. Non, je peux pas, Non, je lui ai dit qu'elle commence à 4-5. Après, oui, 4-5 au début, et après on peut évoluer. Mais elle est bien. Et elle est intéressée. Elle est intéressée. Je vais lui parler du deuxième. Donc, comment elle peut donner un premier cerveau parce qu'elle a déjà donné préavis. Elle peut partir à tout moment dès qu'elle a trouvé une prévention parce que son un avocat associé, il a. Attends, moi je passe partir le génial. La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité. Rehausser au niveau 3 aux écoles primaires, avec notamment le port du masque dans les classes. Sera également requis dans les cours de récréation. On se demande où sont les patients Covid qui, soi-disant, sont supposés submerger nos services. Et donc j'invite tous les journalistes à appeler les directions des hôpitaux pour demander combien de patients occupent ces services. Il faut remettre le masque dans les transports. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? D'abord, des assises des dérives sectaires et du complotisme. Regarding the question around, did we know about stopping humanization before it entered the market? No. Quand on nous dit qu'on va avoir une augmentation de la température de 4 degrés. Mais c'est des conneries, François. C'est des conneries et tu le sais parfaitement. En tant que Réaction 19, je fais une petite promesse justement. Nous sommes là depuis avril 2020. Les rapports avec l'industrie ont atteint un niveau de toxicité qu'il faudra bien résoudre. Contrôler cet aspect-là. Vous ne pouvez pas laisser des gens qui manient des milliards une liberté totale dans leur relation avec des gens qui décident de la santé. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Une femme entrant en ménopause a d'immenses possibilités de souffrir d'affections liées à son nouvel état. Et cela arrange Big Pharma, car son métier n'est pas de vous guérir, mais de vous faire consommer. L'affaire Vonner est une affaire que j'appellerais une affaire d'État. Donner à l'OMS plus de compétences, plus de pouvoir, plus de moyens financiers, afin qu'elle puisse déclarer la pandémie encore plus tôt et encore plus longtemps qu'auparavant. Elle pourra imposer tout ce que bon lui semble. Donc la liberté, je vous dis, elle est indégossiable, il faut se battre. Et aujourd'hui, le fait de ne pas se faire vacciner le 15, peu importe les arguments de droit, c'est une affaire. Bonsoir à tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour passer encore un bon moment avec vous. Et ce soir, j'ai un invité de prestige, ce que révèlent les chiffres officiels Covid-19 est le titre du livre écrit par Pierre Chaillot, un statisticien de grand renommée, de grande qualité, qui a déjà fait les grands plateaux des grands médias, je dirais pas mainstream, mais les médias alternatives, mais aussi les mainstream. Il les a mis en grande difficulté. Moi, je ne le mettrai pas en difficulté. On va l'écouter et ça sera un bonheur d'ouvrir la fenêtre et de le faire entrer sur le plateau de Réaction 19 et de notre chaîne et de toutes les chaînes et aussi les Facebook, parce que vous savez que j'utilise Restream, donc il y a les deux chaînes YouTube, mais aussi tous les réseaux Facebook et les autres. Bonsoir à Pierre Chaillot qui va arriver et qui va entrer donc en jeu. Bonsoir Pierre, comment allez-vous? Comment vas-tu? On va se tutoyer parce qu'on ne va pas jouer les choses stupides à homme style mainstream. Très bien. Bonsoir Carlo et merci beaucoup de me recevoir. Ça va très bien et je suis très content d'être là avec tout le monde ce soir. Merci beaucoup. Alors, Pierre, je ne veux pas faire une biographie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots dans les invités en carte blanche, ils ont la parole. Donc, à toi de te décrire, de te présenter à tous les amis qui vont commencer à arriver au fur et à mesure. Et il y a les retardataires, ceux qui sont en train de encore faire le shaker avec leur apéritif. Donc, on va les attendre encore 2-3 minutes avant de commencer les questions. Voilà. Alors, je suis un citoyen, tout ce qu'il y a de plus lambda. Je suis statisticien de formation et de métier.
Et puis, voilà, il y a ces différents sujets qui m'intéressent, comme tout citoyen qui m'engage. Moi, au début, je me suis surtout intéressé à l'économie et mon objectif, c'était de comprendre les concepts économiques et puis pour les expliquer. Et pour ça, j'ai fait une petite chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'éco, sur laquelle j'expliquais les différents concepts économiques. Le principe général de la chaîne, c'était de me rendre compte, de par mon métier de statisticien, que ce que racontent les différents médias sur tous ces concepts, c'est juste du grand n'importe quoi et c'est de l'enfumage, souvent à visée politique. C'est-à-dire qu'on raconte n'importe quoi à l'aide de chiffres parce qu'on a une visée politique derrière. Donc l'objectif de la chaîne, c'était juste de tenter d'expliquer aux gens ce qu'il y avait derrière les chiffres du chômage, de la dette, du PIB, tout ça, d'essayer d'expliquer ça simplement de façon à ce qu'une fois que les gens ont compris ce qu'il y a derrière, qu'ils ne se fassent plus avoir par des discours. Donc l'objectif, c'était ça, d'avoir un objectif citoyen, de rendre la liberté aux gens en les rendant indépendants de tout ça. Et depuis cette histoire de Covid-19, j'ai continué à faire la même chose. C'est juste qu'au lieu de prendre des chiffres économiques, eh bien, j'ai pris des chiffres qui avaient trait surtout à la démographie, avec des chiffres de malades et de décès. Donc voilà, ça c'est juste ce que je fais en tant que citoyen sur mon temps libre depuis maintenant quelque chose comme 6-7 ans, quoi. Et à la base, c'était plutôt économie, ça s'appelait Décoder l'éco, et puis maintenant, ça pourrait s'appeler Décoder les Covid, vu qu'il y a quand même un sujet qui m'a accaparé pas mal ces dernières années. Pierre, j'ai une question. D'abord, je pose cette question à tout le monde. Quand s'est déclenché l'intérêt pour le SARS-CoV-2, pour la crise Covid, comme ils l'appellent? Qu'est-ce qui a déclenché ce processus d'intérêt au-delà de ton activité professionnelle de statisticien? Oui, alors du coup, oui, professionnellement, en tout cas, je m'y intéresse. D'ailleurs, tout ce que je dis, je le dis à chaque fois, je n'engage que moi et pas du tout les personnes qui m'emploient ou avec qui je travaille. Donc je suis complètement indépendant et je parle que en mon nom. Et ce qui a déclenché mon intérêt, c'était quoi? Moi, je voulais plutôt parler d'économie, notamment sur ma chaîne. Le soir, c'est ça qui me bottait. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens se rappellent, mais en février 2020, et on parlait que du Covid, mais à longueur de temps sur les plateaux de télévision. Dans les journaux, je le mets dans le livre, on était à 85% de temps audiovisuel qui était consacré au Covid. Enfin, il ne se passait rien du tout. Et voilà, les journaux faisaient peur aux gens sur la base de dire oh, attention, il y a quand même 2500 morts en Chine à cause de la nouvelle pandémie tueuse, le nouveau virus tueur. 2500 morts en Chine. Et donc, moi, je me suis juste dit il faut que je fasse une vidéo parce que les journalistes n'ont pas l'air de savoir, mais 2500 morts, c'est ce qu'il y a tous les jours en France en hiver. Et on est 20 fois moins nombreux. Et donc, en Chine, il doit décéder quelque chose comme 40 000 personnes tous les jours. Donc, quand au bout d'un mois, on réussit à compter 2500 décès, c'est qu'il ne se passe rien. Ce sont les décès de d'habitude et on en compte un petit nombre parmi eux sur lequel on met une étiquette Covid-19, quoi. Donc, ça n'avait aucun sens. Et donc, voilà, j'ai juste décidé de faire une vidéo pour remettre ça à parler de démographie. Voilà, la démographie de la Chine, c'est tant d'habitants, tant de décès tous les jours, et donc 2500 morts, c'est rien. Donc, il faut arrêter de faire peur aux gens avec ça. Et en publiant ça, je me suis retrouvé au milieu d'une bataille rangée. J'avais pas conscience, je publie ma vidéo, c'est juste de la démographie. Et là, j'ai des gens qui me disent mais il est hyper dangereux, il faut l'enfermer, il fait de la désinformation, tout le monde va mourir et lui, il se rend pas compte de ça, donc faites-le taire tout ça. Donc des gens hyper agressifs. Et puis d'autres personnes qui me disent ah mais il a raison, et c'est le gouvernement mondial qui arrive et qui veut nous enfermer, etc. Donc en fait, je me retrouve au milieu d'une bataille que j'ai pas du tout cherché. Donc, je voulais pas rentrer dedans, c'était pas mon sujet. J'étais même pas au courant, même de World Economic Forum, je savais même pas ce que c'était à l'époque, etc. Et donc je me retrouve dans un milieu hyper agressif, hyper tendu entre des personnes, et c'est pas ce que je cherchais. Ce qui fait que même cette vidéo-là, j'ai fini par la supprimer. Moi, je faisais quelque chose comme entre 1000 et 10 000 vues par vidéo, et je poste ça, et ça fait 200 000 vues, mais en quelques jours. C'était pas du tout les standards de la chaîne à ce moment-là, et je voulais pas rentrer dans une espèce d'animosité avec des gens, je voulais juste présenter factuellement les choses. Bon, j'ai fini par enlever cette vidéo-là, mais j'ai continué à m'intéresser au sujet pour tenter de présenter calmement les choses à chaque fois en disant les données sont là, allez voir, il se passe rien, donc doucement, allez-y. Et puis l'autre tournant de mon action, ça a été le confinement qui est arrivé extrêmement brutalement. Et là, j'ai sorti une nouvelle vidéo qui s'appelait Le danger du coronavirus, la stratégie du choc. Et donc là, je fais une référence nette au livre de Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc, en expliquant ce qui nous arrive là en tant que confinement, c'est ça.
c'est-à-dire une emprise totalitaire qui arrive parce qu'il y a une crise qui se met en place, et là on a une accaparation de tous les pouvoirs, donc tous les pouvoirs fusionnent en un seul, donc on n'est plus du tout en démocratie à ce moment-là. Et puis voilà, il y a un énorme risque pour la démocratie, la liberté, toutes nos libertés, et c'est un point charnière sur lequel il faudra être extrêmement vigilant. Et donc cette vidéo-là fait 300 000 vues, je me fais censurer de YouTube à ce moment, alors que bon, je dis rien, il y a aucune de mes informations à l'intérieur qui sont en dehors des standards de YouTube, je me fais shadowbanner, enfin bref, il se passe tout un tas de choses de point de vue visibilité qui, moi, j'hallucine complètement, hein, je ne savais pas que ça existait. Et c'est à partir un peu de cette date-là que je me dis, bon, là, il va falloir que je continue régulièrement à donner de l'information aux gens parce qu'il y a en effet une bataille qui est en train de se mettre en place avec des fous qui veulent nous enfermer de manière définitive, des gens qui sont terrorisés de ce qui arrive, qu'il va falloir rassurer avec des vrais chiffres, et puis pas se laisser faire et pas se laisser accaparer toutes nos libertés juste à cause d'une panique qui est en train d'être générée médiatiquement. Écoute, moi je me souviens et j'ai vraiment puisé énormément dans tes vidéos, dans tes informations, parce que entre le statisticien et le juriste, il y a beaucoup de complémentarité. Moi, quand j'ai travaillé dans le laboratoire de sociologie du droit, il y avait aussi les statistiques au service de la justice. C'est d'une importance capitale. Donc, automatiquement, je sais quelle est l'importance aujourd'hui dans la lecture de cette matière scientifique pour abreuver, pour donner de la matière. Et d'ailleurs, je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a une des personnes qui a traversé la crise avec, disons, tes analyses, mais qui est sorti gagnant parce que personne n'a pu contester, c'est bien toi. Donc ça, je le dis. Maintenant, j'ai écouté aussi chez Berkhoff, tu étais très clair sur ça, et c'est très important de rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, tes positions sont claires. Moi, des choses qui m'intéressent, et tu en parles aussi dans ton livre, c'est aussi ce rapport entre la crédibilité de tes chiffres, la crédibilité des chiffres, comme je le mets, et ce que eux, ils ont porté. Et cette bataille de chiffres est une bataille qui m'intéressait beaucoup et qui m'intéresse encore aujourd'hui parce que, au fond, les statistiques, on les retrouve dans tout, on les trouve dans le climat, etc. Voilà, donc ça me paraît intéressant que tu exposes parce que c'est un domaine un peu méconnu par le grand public. Oui, souvent on donne que le chiffre final, sans expliquer d'où il vient. Or, les statistiques n'ont pas un pouvoir, j'aime bien dire qu'ils n'ont pas de pouvoir signifiant. Ça veut dire qu'un chiffre en lui-même, il veut rien dire. Ce qui fait une statistique, il faut savoir d'où il vient. Une statistique, c'est un comptage. Pour avoir une statistique, il faut commencer à compter quelque chose. Donc, pour commencer à compter quelque chose, il va falloir deux éléments. Déjà, il faut donner une définition précise. Il faut dire, voilà, ça c'est la définition, et donc ça veut dire c'est ça que je vais compter. Et la deuxième chose, il faut dire comment on va compter. Quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour pouvoir commencer à compter, comment je vais récolter ce comptage. Et c'est la personne qui décide de ces deux aspects, qui décide déjà de la statistique finale. Il suffit de changer l'un des deux aspects pour changer complètement la statistique. Et donc, ce qu'oublie toujours de faire des médias, c'est de parler de ces deux aspects. C'est quoi la définition exacte et quelle est la manière dont on a collecté les choses. Il y a plein de choses que les gens connaissent sur le chômage. Enfin, ils se rendent compte qu'on leur dit des bêtises sur le chômage, mais souvent, ils n'ont pas conscience que le chiffre est exact. Le chiffre des unités, des dizaines, la virgule, tout ça, c'est calculé de manière automatique. Ce sur quoi on peut intervenir, c'est sur la définition de ce qu'on va compter et la manière dont on va le faire. Un exemple de ce qui s'est passé dans cette crise, ça a été tout ce qu'on a appelé les cas Covid-19, où tout le monde a cru qu'on parlait de malades. Il y a eu deux statistiques du coup qui ont été surutilisées. Il y a notamment les fameux résultats de tests. J'ai détaillé ça dans ma dernière vidéo. Mais c'est-à-dire que normalement, une pandémie ou une épidémie, ça concerne des malades. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont des symptômes, qui sont souffrants. C'est ça une épidémie. Et avec l'introduction massive des fameux tests qui ont été faits partout, on a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'on a cessé de compter le nombre de malades et on s'est mis à compter des nombres de tests positifs. Bon, si vous voulez des tests positifs, c'est facile, il suffit de faire plein de tests. Voilà, vous faites plein de tests sur plein de gens, puis vous avez des tests positifs à l'intérieur. Même à des périodes où, comme en plein mois de juillet, quand ils ont fait le pass sanitaire, donc tout le monde s'est arrivé sur les tests parce que les gens n'étaient pas vaccinés, et donc vous avez une vague de tests, donc de tests positifs. On est en plein mois de juillet, il ne se passe rien, et ils ont appelé ça la 4e vague, je crois. Ça n'a aucun sens. Donc c'est une vague d'asymptomatiques, voilà, donc une pandémie asymptomatique qui arrive sur le territoire, c'est complètement fou.
Mais voilà, ça a été une arme extrêmement forte et on a réussi à faire peur aux gens vague après vague en leur parlant de vagues alors que tout ce qui se passait, c'était des vagues de tests parce qu'on changeait les règles. On lance un pass sanitaire, on fait une vague de tests, pardon. À l'hiver suivant, on dit ceux qui ont 2 doses, eh bien, leur pass sanitaire est plus valable. Du coup, ils se ruent sur les tests pour avoir un test positif et ce qui vaut une nouvelle dose, etc. Donc, tout a marché comme ça. Et donc, c'est bien voilà, ce changement de la mainmise sur les statistiques où on réussit à faire croire à quelque chose à l'aide de statistiques. Et c'est ça qui est important. Et donc, il faut toujours revenir à la base. Qu'est-ce que je suis en train de compter ? Et quand on est en train de compter des résultats de tests, on est en train de compter quelque chose qui n'a rien à voir avec une épidémie, c'est-à-dire des malades. Écoute, merci pour cette explication qui, en quelques mots, tu as réussi à casser des semaines, des mois de mensonges perpétrés par tout le monde, par les médias, par les politiques et par l'ensemble des autorités. Il y a une chose qui me paraît très importante, tu as parlé du pass. Le pass avec naturellement l'épreuve du feu, des tests, etc. Et toi, tu as pris des positions, et là aussi, on parle du pass sanitaire et du fameux chantage à la vaccination, qui est une étape aujourd'hui que je définirais cruciale. Comment aujourd'hui le statisticien va-t-il répondre? Tu n'es pas là pour parler du produit en tant que tel, ça on laisse d'autres, mais comment le statisticien va-t-il répondre à, je sais que tu as travaillé énormément sur ça, sur ce qui est la problématique de l'efficacité, etc. Et puis on parlera des effets aussi qui intéressent énormément les gens. Tout à fait. Alors, il faut se poser la question, quand on parle d'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire être efficace ? Tu vois, encore une fois, là, on vient de dire, dans la tête des gens, finalement, l'épidémie, c'est des malades. Et en fait, on a biaisé les choses en passant au système du cas, où on n'a pas du tout de malades, on avait juste des tests positifs. Et on a fait croire aux gens que c'était des malades. Et on avait vraiment on a rendu les gens confus en jouant avec les termes. On a fait la même chose, ils ont fait la même chose avec les vaccins. C'est-à-dire que dans mes conférences, quand je parle, il y a beaucoup de gens il y a une centaine de personnes en moyenne à chaque fois, et je leur demande à tous à chaque fois s'ils savent pourquoi ils ont été vaccinés, ce qu'on leur a promis, et personne ne sait finalement. Et personne ne sait que l'efficacité vantée de Pfizer ou Moderna, ni Pfizer ni Moderna n'ont jamais promis aux gens qu'ils seraient moins malades, jamais. Ils n'ont pas dit « notre produit vous permet d'être moins malade ». Être moins malade, c'est avoir moins de symptômes, hein, ça se mesure. Ils ont juste dit « notre produit vous permettra d'avoir moins de tests positifs. Point. Si vous vous vaccinez, c'est pour avoir moins de tests positifs. Vous pouvez être malade comme un chien à la fin de l'étude de Pfizer. Si vous avez un test négatif ou pas de test positif du tout, c'est considéré comme une réussite vaccinale. Hein. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc encore une fois, là, l'efficacité, c'est pas une efficacité pour être moins malade, mais juste pour pas avoir de tests positifs. Bon. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour que les vaccinés n'aient pas de tests positifs ? Eh bien, on les teste pas. Et si vous regardez les protocoles de Pfizer et Moderna, voilà, ils vous disent on va se baser sur les tests positifs. Bien, vous êtes statisticien, même en première année, vous vous attendez à ce qu'on vous dise voilà, tel est le plan de test qui va nous permettre de tester autant de fois les deux groupes, les placebos comme les vrais vaccinés. Ce plan de test n'existe pas. C'était au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que c'était les gens qui appelaient pour dire on a des symptômes, on voudrait se faire tester, et c'était le labo qui décidait s'il allait les tester ou pas. Alors qu'on sait aujourd'hui, vu qu'il y a un témoignage dans le PMJ, que les labos étaient au courant de qui était vacciné ou pas. Donc, s'il y a un vacciné qui appelle et qui dit « Ah, j'ai des symptômes », on dit « Ah non, ça va passer ». S'il y a un non-vacciné, un placebo qui appelle, on dit « Oui, on va vous tester, plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs ». Et là, vous avez un vaccin qui est efficace. Une fois, donc ça, c'est l'essai Pfizer. Hein, vous lisez en détail, c'est écrit. Vous pouvez lire le livre de Christine Coton à ce sujet, tous vaccinés, tous protégés, qui détaille tout. Il n'y a pas que ça, elle dénonce plein de trucs. Mais la base statistique, c'est ça. Donc, l'escroquerie statistique, hein, il faut l'appeler comme ça. Vous voyez sur le site aussi OpenVaet sur Internet, hein, openvaet.org, où il y a Pierre qui fait un travail super pour lister toutes les escroqueries qu'on dénoue à fur et à mesure que les fichiers Pfizer arrivent, etc. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, la base c'est ça, c'est de faire croire aux gens qu'on avait protégé contre un truc alors qu'on les protège juste contre les tests positifs et qu'on ne garantit pas qu'on n'a juste pas testé les vaccinés. Donc, vous savez ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'ont fait tous les pays qui sont passés à Pfizer et à Moderna? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Le pass sanitaire. Vous mettez en place un pass sanitaire, ça fait quoi? Ça fait que vous piquez les gens avec le vaccin et du coup, ils ont un pass sanitaire et ils sont donc plus obligés de se tester. Et donc, du coup, fatalement, qu'est-ce qu'il y a qui va se faire tester tous les jours, notamment avec le pass sanitaire à partir de juillet 2021? Eh bien, ce sont les non-vaccinés. Donc, vous testez beaucoup plus souvent les non-vaccinés. Donc, vous avez beaucoup plus de tests positifs chez les non-vaccinés. Et donc, vous avez un vaccin qui marche.
Donc vous avez en substance, vous pouvez remplacer, mais prenez le vaccin, vous le remplacez par une patte de lapin, un porte-bonheur, hein, n'importe quoi. Vous remplacez le test par le fait de lancer un dé. Voilà, je lance un dé, si je fais un 1, j'ai le Covid, sinon j'ai pas le Covid. Puis quand vous avez votre patte de lapin, vous n'êtes pas obligé de lancer le dé. C'est tout. Et vous supposez ça, et vous pouvez resimuler toutes les prétendues vagues de Covid qu'il y a eu tout le temps. C'est tout ce qui s'est passé. Statistiquement, il ne s'est pas passé autre chose que ça. Et donc voilà, encore une fois, on a joué sur le mensonge de dire un test positif, c'est un malade, ce qui n'a rien à voir. Et on a dit, regardez, c'est un vaccin qui protège. Il protège contre quoi? Contre les tests. Point. Et ça a fait quelque chose qu'on a pu simuler une efficacité vaccinale grâce au pass sanitaire. Merci encore. Je t'écoute et je suis encore sidéré parce que même si tu sais très bien que ces supercheries, je les ai portées aussi en tant que juriste, même à écouter d'autres personnes t'écouter aussi, ça ne fait que dire mais c'est pas possible. Ça fait 3 ans et demi que nous continuons à nous battre face. Mais est-ce que nous sommes des Don Quichotte? Oui, mais je crois qu'on en est là. C'est-à-dire que c'est tellement grotesque que c'est difficile pour les gens de se rendre compte d'à quel point c'est grotesque et que limite, il faut beaucoup de démonstrations scientifiques sur les doutes, sur les technologies, etc., parler de nocivité des vaccins, machin, tout ça, pour réussir à faire tomber quelque chose qui est juste énorme et vraiment une escroquerie purement basique de comptage calculé partout et on est juste là. Alors, je voulais te poser une question parce que là aussi, il y a le rôle des statistiques et le rôle de la statistique est très important. Aujourd'hui, nous avons le problème majeur pour moi, ce sont les effets secondaires. On est au cœur maintenant de l'émission. Je sais que tu en as parlé beaucoup chez Berkoff, mais tout le monde ne va pas chez Berkoff, donc ce soir, on a du monde ici. Notre vidéo, elle fera entre 20 ou 30 000 ou 40 000 vues, donc le temps de la faire passer. Là, on a du monde en direct, et puis les gens partagent, et souvent, les gens que nous avons ici sont extrêmement à l'écoute. Est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage de statisticien? Je sais que tu as travaillé énormément sur la question des effets indésirables. Il y a 2 choses. Les effets indésirables, quand le gouvernement dit on a fait un suivi hyper poussé des effets indésirables, c'est complètement faux. Ça, c'est vraiment de la bêtise. Il n'y a qu'une seule manière de compter des effets indésirables, il faut s'adresser à ce qu'on appelle la pharmacovigilance. La pharmacovigilance compte les effets indésirables de tous les médicaments et les répertorie. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin toutes les personnes qui sont vaccinées, personne n'a jamais reçu le moindre coup de fil de l'assurance maladie 15 jours après la vaccination, par exemple, pour faire « Allô, comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé ?» Ça n'a pas existé du tout. Donc on a, je ne sais pas combien de milliards de dépensés pour l'achat des vaccins et tout ça, mais dans le budget, il n'y a pas un centime qui a été dépensé en plus pour avoir quelque chose d'un peu proactif, pour aller voir les gens et s'assurer que le produit avait une bonne sécurité. Ça n'existe pas. Donc en fait, il faut que les gens, quand ils souffrent d'un effet indésirable grave, ou même pas grave, il faut qu'ils prennent le soin eux-mêmes de contacter la pharmacovigilance, il faut qu'ils trouvent où c'est, qui renseignent tout un tas de choses qui leur sont demandées, qui sont extrêmement précises, sinon ça passe pas. Et c'est très long de faire une déclaration à la pharmacovigilance, comme ça décourage quasiment tout le monde. Et là, ils poussent et ça va jusqu'au bout. Il y a des gens qui ont essayé de demander à leur médecin, en disant que quand même, ça ne va pas peut-être déclarer quelque chose, et qui se sont pris aussi tombés devant un mur. Non, c'est pas ça, le vaccin c'est sécurisé, il n'y a pas de problème, c'est certainement pas le vaccin qui vous a fait du mal. Bref. Donc il y a tout un tas de mécanismes, on va dire, même intrinsèques au système, qui font que c'est très difficile d'avoir des remontées de pharmacovigilance. Bon. Les remontées de pharmacovigilance, on ne peut jamais être sûr que, même si vous avez une myocardite, vous êtes en parfaite santé, vous avez une myocardite une semaine après votre vaccination, on ne peut jamais être sûr à 100%, et ça c'est une question juridique, que c'est bien le vaccin qui vous a mis dans cet état-là. C'est d'ailleurs pour ça que Big Pharma gagne haut la main facilement tous les procès intentés, parce que ce que va dire Big Pharma, c'est « vous ne pouvez pas démontrer la causalité ». La myocardite, ça existe. On en a déjà mesuré avant que les vaccins existent. Donc, si ça se trouve, c'est une myocardite normale par autre chose et il y a juste une corrélation statistique, il y a juste une corrélation entre la date de vaccin et puis votre myocardite. Bon.
Ça, c'est le premier discours de l'industrie pharmaceutique qui est répété, mais à outrance, par les politiques, les médias. Voilà, il n'y a pas de lien, pas de causalité démontrée, machin. L'agence de régulation, l'ANSM, tout ça, les agences de sécurité, pareil. Non, c'est pas démontré. Sauf qu'il y a un deuxième effet. Il y a une deuxième chose, une deuxième petite ligne qui est assumée par les laboratoires pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'ils écrivent noir sur blanc qu'ils savent très bien que la pharmacovigilance n'est quasiment jamais remplie et que personne ne prend le temps de faire de déclarer ces effets indésirables. Et donc, l'industrie médicament estime que le vrai nombre d'effets indésirables dans la population, c'est ceux déclarés x 10. Donc, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des effets indésirables déclarés, les industries du médicament savent très bien qu'il y en a et qu'une bonne estimation du nombre réel, c'est ceux déclarés x 10. Pour info, il me semble qu'en France, on doit être autour des 1600 décès, quelque chose comme ça, rien que pour Pfizer. Donc, selon Pfizer, l'industrie du médicament, ils estiment qu'en gros, il y a 16 000 personnes qui n'ont pas survécu à l'injection qu'ils ont faite. Pour les 1600, s'ils se plaignent, diront, pour vous, 1600, chaque personne, vous ne pouvez pas prouver la causalité, mais vu le nombre que vous êtes, on estime que dans la population, on en a bien éliminé 16 000. Il me semble que si on fait toute l'Europe plus États-Unis, on a 40 000 décès, ce qui fait quand même 400 000 personnes, mais toujours pareil, ils réfuteront pour chaque personne, mais en tout, ils admettront que c'est ça. Donc ça, c'est la pharmacovigilance. En dehors de la pharmacovigilance, on peut faire des statistiques. Et ce que j'ai fait dans mon livre, c'est que j'ai récupéré toutes les statistiques de décès de tous les pays européens. Donc j'ai les nombres de décès qu'il y a toutes les semaines pour tous les âges sur tous les pays européens qui me fournissent les données. Et puis de manière très innocente, en dessous, j'ai remis les campagnes de vaccination pour voir ce qui se passait. Bizarrement, on voit que pile quand on lance une campagne de vaccination, voilà, j'ai un pic de décès juste en face et qu'après, ça ne baisse pas. C'est-à-dire qu'on a ensuite une traîne de mortalité qui est trop forte et qui a tendance à perdurer. On peut faire la même chose avec les naissances, je l'ai montré. On voit que quand il y a une pic de vaccination, 9 mois plus tard, il y a les naissances qui chutent. Tout se passe comme si les femmes enceintes ou les femmes qui voulaient avoir des enfants, elles avaient une fécondité qui chutait après la vaccination, c'est-à-dire qu'elles sont rendues malades, tout bêtement. Donc, en fait, on a tout un tas de traces statistiques qui vont toutes dans le même sens et tout est en accord avec la pharmacovigilance qui doit être la base. Donc, quand statistiquement tout est cohérent, il y a un moment, le doute est levé et voilà où on en est aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup pour ces explications. Il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup d'informations portées par toi et portées par Alexandra, par Christine, etc., moi juridiquement aussi, convergent. Et ça, je pense que c'est un point très important qui a permis, et je pense que tu as pu le constater, Pierre, avant, on était vraiment taxé de complotisme partout. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, j'ai constaté, et ça, c'était reconnu aussi par tous les amis de Réaction 19 et les bénévoles, les gens qui suivent énormément les réseaux, il y a un changement radical, même de la part des journaux par rapport à nous. D'ailleurs, on a vu aussi un tout petit peu les mainstream glisser des articles sur leur site dans lesquels ils parlent des effets indésirables, etc. Ça s'est fait de nuance parce qu'ils sont tellement coupables d'avoir monté ensemble, d'avoir participé au grand montage, qu'aujourd'hui, se faufiler comme quelqu'un qui est inclus dans un système mafieux, ce n'est pas facile. Il risque de se faire taper. Mais je pense, et c'est pour ça que, si je prends la parole seulement une minute, je le dis à tout le monde, n'attendez pas qu'en 3 minutes nous puissions régler ce qu'eux, ils ont monté avec la puissance de l'argent. Nous travaillons comme les Viet Cong quand ils se battaient contre les Américains. C'est qu'ils les ont battus en faisant des tunnels dans le sous-terre pour éviter le napalm. Mais les Viet Cong ont gagné et ils ont libéré quand même le Vietnam du joug américain. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous dire, il faut avoir le temps, nous devons travailler, nous avons une obligation, et je le dis à tout le monde, qui est une obligation de vérité fondée sur des preuves. Pierre a écrit un livre qui est incontesté et incontestable. Moi, je porte des questions juridiques. J'ai toujours dit, je suis à la disposition de tout le monde pour dialoguer, pour échanger, pour me faire critiquer. En état de choses, après un droit, on peut discuter, un statistique aussi, mais pour quelles raisons ils n'ont pas le courage de porter le débat sur le plateau et d'écarter ceux qui portent une voix scientifique. Voix scientifique qui me paraît très important parce qu'on a parlé de mort. Parlons de naissance. Je sais que tu es très féru sur la question des naissances, la question démographique
intéresse énormément les statisticiens. Moi, en tant qu'Italien, je suis très intéressé parce que l'Italie est dans une situation catastrophique au niveau des naissances. Donc voilà, ce n'est pas lié au Covid, mais ça fait depuis quelques années déjà que nous n'avons pas. Je te laisse la parole par rapport à ce moment, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après. Ce sont des points importants. Puis je glisserai une question qui est une question qui est un trait médical, mais qui est important sur les statistiques. Merci Pierre. Je vais juste rebondir un tout petit peu sur ce que tu viens de dire sur les médias. Il ne faut pas oublier le rôle central qu'ont eu les prétendus médias scientifiques et notamment les revues à comité de lecture qui ont été abjectes. Et je pèse mes mots. Il faudrait peut-être utiliser des termes bien pires que ça. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'aussi que les médias étaient un peu coincés entre le pouvoir politique qui leur donnait une seule vision et en plus, ils ne voyaient pas apparaître de contradictions dans la littérature scientifique. Et je vais le dire assez volontiers, puisqu'on a essayé de publier un papier assez tôt avec Laurent Tubiana, Laurent Muchelli, on a fini par se faire censurer d'un site d'archive. Donc, c'est-à-dire que quand vous publiez un papier scientifique, d'abord, vous vous déposez sur des sites qui sont des sites archives, qui vérifient juste que votre papier, il est écrit, on va dire, avec des standards scientifiques, avec les bons paragraphes, au début l'abstract, bref, à la fin les limites, enfin voilà, ils vérifient juste ça, et ensuite, après, c'est passé à des revues. Et on s'est fait censurer par des sites d'archives, c'est-à-dire des sites qui sont juste censés vérifier qu'on a écrit en anglais correct avec des titres et des sous-titres, quoi. Et eux nous ont censurés de base, on ne pouvait même pas publier. Plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est refait censurer cette fois-ci par une revue à comité de lecture qui a dit d'accord, on prend votre papier, et après qui nous ont dit ah non, finalement, on ne veut pas. Dès qu'ils ont vu le titre, il n'y avait pas moyen. Donc pas d'arguments scientifiques ni rien. J'ai vu aussi avec Alexandre Orion-Code et Steve Ohana quand ils ont fait une étude sur les données israéliennes. J'avais discuté avec eux juste avant pour discuter méthode, etc. Et donc je les ai vus se faire censurer en direct aussi, alors qu'ils ont prévenu tout de suite qu'en Israël on voyait direct des hausses de mortalité pile pendant les campagnes de vaccination chez les jeunes, ce qui était du jamais vu. Donc ils ont prévenu hyper tôt, censuré direct par les revues scientifiques. C'était complètement fou. Donc voilà, faut quand même pas oublier ça. Là, sur le modèle que j'ai fait pour montrer qu'il y avait des morts pile en face des vaccinations, j'ai travaillé le modèle notamment avec un Belge qui s'appelle Patrick Meyer, qui a aussi fait un modèle. Lui, il utilisait le machine learning et le machine learning lui disait c'est marrant, plus on vaccine les gens, plus il y a de morts. Donc il a prévenu assez vite. C'est triste. Mais oui, et du coup tout le monde s'est fait censurer. Et donc, voilà, il va vraiment falloir se pencher aussi sur le prétendu monde scientifique, qui est un ramassis d'escrocs, c'est-à-dire avec notamment des revues qui ont publié des pures escroqueries. J'en montre 3 dans le livre, des études qui sont juste mais nulles. Enfin, c'est pas possible de publier des idioties pareilles. Et c'est publié par Nature, par Science, etc. Et ça, c'est publié en quelques jours, plaf, comme si c'était de la grande science, alors que c'est juste politique parce que le titre, c'était pour faire peur aux gens. Et voilà, que quand on apporte des arguments scientifiques qui ne vont pas dans la doxa, on se fait censurer direct. Donc il n'y a pas de science, de consensus scientifique ou de quoi que ce soit. Il y a actuellement un pouvoir démesuré de la part des lobbies financiers, que ce soit Big Pharma et d'autres, qui font que la prétendue science, tout ce qui sort, c'est ce qui les arrange et point barre. Et le reste, la petite dissidence qui parfois arrive à ouvrir sa gueule se fait noyer sous un ramassis d'études ineptes, mais qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc il y a vraiment cet aspect scientifique, je pense qu'il est assez central et qui fait qu'aujourd'hui, il y a du bullshit sur quasiment tous les sujets. C'est assez impressionnant. Ça, c'était une longue parenthèse, mais quand même... C'est une belle parenthèse que je partage à 100%, Pierre. C'est pas pour dédouaner les médias, mais c'est pour dire qu'il y a en plus ça, qui est en plus les prétendus médias scientifiques qu'il va vraiment falloir faire tomber. L'affaire du Lancet et des hydroxychloroquine, le protocole Raoul, qui a été le plus connu par le public, est le révélateur du torchon, le niveau de torchon auquel ils ont pu tomber. Voilà. Oui, c'est pour ça que je mets un point d'honneur dans le livre à dénoncer aussi un article de Science et aussi un article de Nature pour montrer que c'est tous les mêmes nullités, quoi. Bref. Absolument. Pour les naissances, oui. Alors, il y a en effet une chute des naissances dans un certain nombre de pays d'Europe, qui est structurelle. L'Italie en fait partie. Et bizarrement, ça arrive, ces chutes des naissances sont visibles beaucoup dans les pays où on cesse toute politique familiale, c'est-à-dire où les gens sont de plus en plus en difficulté économique et on sucre tout ce qu'étaient les organisations sociales qui permettaient d'élever ses enfants correctement, d'avoir soit des crèches, soit de l'école, soit même des financements, c'est-à-dire notamment les prestations sociales qui arrivaient aux familles dans différents pays. Et quand on sucre ça,
et que les gens arrivent en situation difficile économiquement, ça fait chuter le nombre de naissances de manière mécanique et ça se voit partout. Mais malgré cette chute que l'on voit dans un certain nombre de pays, on observe quand même une cassure au niveau des naissances dans pas mal de pays, dont la France. Donc là, il y a un certain nombre d'instituts qui disent oui, en France, le nombre de naissances chute, mais ça chutait déjà avant. Oui, mais ça chutait pas autant. Donc il y a quand même une inflexion supplémentaire. Et puis il y a des pays sur lesquels le nombre de naissances avait tendance à augmenter un petit peu dans la population, comme le Danemark par exemple. On était plutôt en pente ascendante parce qu'ils sont un peu plus nombreux, etc. Population un peu plus jeune. Et bien là, plaf, ça plonge. Donc quand vous avez vraiment des inflexions qui sont visibles partout en même temps, là on a un problème. C'est-à-dire qu'on a une cause externe qui vient faire une inflexion partout en même temps. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point commun partout en même temps, en plus pile 9 mois avant, c'est la vaccination des jeunes femmes. Donc voilà, on a une explication, on a des aménorrhées, c'est-à-dire des pertes de règles de la part de très nombreuses femmes qui se sont plaintes. Beaucoup ne sont pas plaints d'ailleurs, alors que ça leur est arrivé. Au passage, je dis, mais tous les droits d'auteur de mon livre, je les verse, ils sont à destination du collectif qui s'appelle Où est mon cycle, qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes de règles à la suite de leur vaccination anti-Covid-19, c'est pas anodin. Voilà, on a on a toutes les statistiques qui convergent tous dans le même sens pour nous donner cet indice, et c'est un des nombreux dégâts qu'a fait cette vaccination. Il y a une chose que je voudrais dire à tout le monde. J'étais le 18 décembre de l'année dernière à Rome, et parmi les invités à ce colloque organisé par Joseph Trito, que tu connais certainement, ce professeur italien qui travaille énormément et qui a écrit aussi La chimère Covid, un livre très intéressant, qui n'a pas été traduit malheureusement en français, il est en anglais et en italien. Eh bien, lors de ce colloque, il y avait un gynécologue qui était invité et qui faisait état de quelque chose, et absolument, je veux dire, le gynécologue ne faisait pas partie d'une quelconque mouvance, c'était un gynécologue, je ne dirais pas de quel hôpital, parce que sinon on peut être individuel, pardon. Et là, il disait qu'il avait constaté quand même depuis la vaccination une chute très importante, énorme, concernant les spermatozoïdes masculins. C'est-à-dire que c'était vraiment la donnée. Il y avait certainement le dérèglement menstruel, ça, on le sait, et surtout avec Mélodie et Où est mon cycle, on a eu et porté ce problème aussi jusqu'au Parlement européen. Mais la question de la chute des spermatozoïdes. Or, la chose qui m'a profondément étonné, c'est que je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si nos amis ont eu connaissance, au mois de décembre de l'année 2020, un rapport argentin était publié qui faisait état, parce que je rappelle que l'Argentine était à l'endroit de test pour Pfizer, qui faisait état du problème de la spike et des spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'ils avaient constaté une baisse notable de spermatozoïdes pour les hommes lors de cette étude en Argentine. Cette étude, je ne l'ai pas imprimée, je n'ai eu des extraits, et il a disparu du Internet. Or, je voudrais vous confirmer que j'ai trouvé les mêmes réflexions dans le rapport qui a été fait au Brésil, parce que le Brésil est une autre nation où on a testé Pfizer. Et ce rapport, je l'ai eu, qui m'a été adressé de manière confidentielle du Brésil, et je l'ai imprimé. Donc, ces choses ne sont pas si anodines que ça, parce que le recollement de ces informations, je rappelle à tout le monde que les gens ont peur quand même de parler de ça. Les femmes, beaucoup de femmes, tu l'as dit Pierre, n'ont pas eu le courage d'informer. Moi j'ai eu des personnes de mon entourage qui étaient vaccinées et aussi des jeunes femmes qui ont perdu totalement leurs règles. Et la question des spermatozoïdes est une problématique très importante. Et je termine sur ça, une chute allant de 25 millions à 5 millions de spermatozoïdes. C'est-à-dire qu'à 5 millions de spermatozoïdes, vous avez une probabilité sur 100 de pouvoir féconder un ovule. Donc voilà la réalité. C'est pour ça que ce que tu as dit sur le plan statistique est corroboré aussi sur le plan médical, même si aujourd'hui nous sommes toujours dans cette approche totalement, encore, on n'en parle pas, on cherche à taire les choses, etc. Je voudrais dire aux amis qui suivent, il y en a beaucoup là maintenant, on est passé à 1200 en direct, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les taper.
afin de pouvoir les poser à Pierre, c'est lui qui est invité. Moi, ce soir, mon direct est lui, ce n'est pas moi. Donc, si vous avez des questions à Pierre, moi, je vais continuer sur une autre problématique. Actuellement, nous vivons le prolongement de la Covid, mais avec une approche un peu moins forcée. On fait des campagnes très orchestrées. Actuellement, qu'est-ce que tu es en train de travailler sur le plan statistique par rapport à la Covid, mais aussi des problématiques par rapport à l'écologie, qui est un autre domaine sur lequel ils mettent, même si actuellement, à travers la guerre, à travers ce qui se passe au Moyen-Orient, comme par hasard, l'écologie disparaît, comme par hasard, l'Allemagne ne fait plus pression sur la France au niveau... voilà, donc on est quand même dans ces jeux de terrain. Quelle est ta position? Parce que je voudrais être un tout petit peu dans l'actualité et ne pas simplement parler du passé du Covid, mais de porter aujourd'hui la situation et dire, voilà, on va dénoncer la réalité. Oui, alors j'ai tout un tas de dossiers et de statistiques et de chiffres que j'aimerais étudier plus attentivement, notamment sur les questions climatiques et de température. Je pense que je vais me pencher pour de vrai. Il faut que je finisse ce cycle de Covid-19. En revanche, je vois bien qu'il y a un certain nombre de similitudes. Et ces similitudes-là, j'y suis habitué parce que c'est les mêmes que l'économie. Encore une fois, moi, mon dada, c'était l'économie. Et globalement, on fait prendre des vessies pour des lanternes aux gens. On ne donne pas de définition. Donc en enfumant les gens avec des propos. Et la deuxième manière classique, comme ce qui a été fait avec le Covid-19, c'est de faire des modèles mathématiques. Des modèles mathématiques qui prétendent dire que l'économie va se comporter de telle manière, comme les modèles mathématiques ont prévu pour le Covid qu'il y aurait des millions de morts et puis que voilà, ça allait mettre fin à l'humanité. Je viens de finir un livre qui était intéressant, là, qui parle des années 70 avec les premiers modèles mathématiques sur la température. Et c'est assez rigolo parce que dans les années 70, il y a eu un certain nombre d'années de chute des températures mesurées. Je parle bien de température mesurée parce que chute des températures, enfin, il faudrait définir ce que c'est que la température, combien de fois on le mesure, où, à quel moment, à quelle fréquence, etc., ce qu'on compare, mais bref, sans rentrer là-dedans. Et dans les années 70, les scientifiques promettaient que nous allions nous diriger tout droit vers un âge glaciaire, donc que la Terre allait congeler puisque les températures chutaient et donc ils avaient prolongé la courbe jusqu'au fait qu'on finisse tous congelés. Bon, évidemment, ça n'a pas marché terrible, mais ce qui fait qu'on a le même comportement inverse aujourd'hui, et c'était avec les mêmes choses, hein, c'est-à-dire que le fait que dire que la consommation humaine, les gaz qu'on émettait, l'industrialisation, allait mécaniquement amener une chute des températures pour telle raison, etc., et qu'on allait tous finir congelés. Et c'est intéressant de voir que 30 ans après, on a exactement donc les mêmes, qui font les mêmes modèles, sauf que comme la température monte dans l'autre sens, cette fois-ci, on va tous finir grillés et que c'est encore à cause de nous. Donc c'est assez drôle de mettre les deux en parallèle où il suffit de quelques dizaines d'années pour que avec les mêmes modèles puissent dire un truc et son inverse total juste derrière, mais toujours avec le même aplomb. Donc voilà, ça devrait déjà mettre un peu la puce à l'oreille aux gens sur le sérieux de ce qu'on est en train de raconter et sur l'usage qui est fait des modèles mathématiques pour raconter tout et n'importe quoi. Donc oui, en tout cas, je compte m'y mettre un petit peu, avec un peu plus de sérieux. Et puis, disons, pour essayer de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, il y a des problèmes écologiques majeurs, notamment liés à des polluants en permanence, qui sont déversés de toutes les manières possibles par l'industrie pharmaceutique et l'industrie tout court, hein, et qui sont nuisibles à la santé humaine et à la vie en général. Et ça, c'est grave. Mais je pense que c'est assez déplaisant pour l'industrie de devoir gérer ce genre de polluants dans l'eau, dans l'air, etc. Et que finalement, le fait de dire que c'est un problème diffus et que c'est le carbone produit par tout le monde qui pose problème, ça permet de les dédouaner complètement. On oublie totalement leur pollution totale et leur destruction qu'ils font de nos espaces de vie, donc de l'écologie, hein, tout simplement, de nos écosystèmes, tout ça, pour se concentrer sur un truc qui a un non-sujet, mais sur lequel ils peuvent se dédouaner, donc faire payer tout le monde à la place de eux, qui est le fameux carbone. Donc je pense que ça mérite vraiment de s'y pencher pour de vrai, pour comprendre voilà, ce qu'on peut vraiment mesurer sur ces sujets. Et puis remettre l'église au milieu du village pour dire, bon, ça c'est peut-être ça, mais il ne faut peut-être pas oublier tout le reste dont les financiers et les industriels essayent voilà, de nous faire oublier tous les autres aspects derrière. C'est à minima ce que j'ai envie de dire sur le sujet. Écoute, j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, tu poursuis des statistiques, des analyses par rapport
aux informations qui sont données par rapport à la vaccination en cours actuellement? Non, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Je me suis dit que c'était, d'a priori, vu la faiblesse des vaccinations que j'ai vues à la 4e dose, notamment, quand on voit les courbes qui se sont complètement effondrées, c'est presque plus un sujet. Il reste à la vaccination des personnes qui sont convaincues et qui iront jusqu'au bout, jusqu'au bout de leur truc, qui sont probablement vaccinés contre la grippe aussi en même temps, alors que le rapport H1N1 de 2010 dit que ça sert à rien, hein, c'est écrit dedans. Enfin, dit plutôt, il serait peut-être temps de se poser la question si ça sert à quelque chose. On a un rapport du Sénat qui pose une question ouverte. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une étude pour savoir si ça sert à un truc, quelque chose? Mais bref. Et puis, il y a aussi, les personnes qui sont vaccinées, et ça, qui n'ont pas le choix, c'est toutes les personnes grabataires dans les EHPAD qui, elles, reçoivent leurs multi-piqûres de façon à arroser les laboratoires pharmaceutiques et tout le monde s'en prend un petit billet au passage. Donc, je pense que c'est surtout ça qui reste dans le gros des troupes des gens qui sont vaccinés. Hein. Ce doit être ça massivement. Donc, il va dire que je n'ai pas senti d'urgence spécifique à reparler de la énième vague. Voilà, ce qui nous a fait réagir tout le monde, c'est surtout, comme vous, Réaction 19, c'est Aurélien Rousseau en direct à la télé. C'est surtout ça qui nous a remis une pièce dans la machine, quoi. Il y a une question qui est déjà venue 3 fois. Bon, tu n'es pas médecin, mais je ne sais pas si tu as travaillé. Est-ce que les vaccins pour les nourrissons sont viables? Merci. As-tu des informations particulières à ce sujet? Alors, la seule chose que je vais pouvoir vous dire, c'est que avec cette vaccination anti-Covid, au début, donc voilà, je me suis posé des questions dessus. J'ai remarqué que ça faisait des dégâts et que surtout les études étaient vraiment bidons. Hein. Comme je l'ai dit, c'est une escroquerie. On est protégé contre un test et pas contre le fait d'être malade. Et du coup, on m'a dit, beaucoup de médecins, même de résistants, m'ont dit oui, mais cela, c'est pas des vaccins. Faut pas parler de vaccins avec ça. C'est des injections. C'est pas des vrais vaccins. Les vrais vaccins, c'est sûr et efficace. Et du coup, moi, j'ai commencé à répéter ça. En plus, moi, mes enfants sont vaccinés contre tout et n'importe quoi. Pourquoi je les ai fait vacciner? Parce qu'on m'a dit que c'était bien et que j'étais comme tout le monde le faisait et qu'on me disait que c'était sûr et efficace. Moi, j'ai fait confiance. Bon. Et du coup, à partir du moment où on m'a dit il ne faut pas les appeler vaccins, il faut les appeler injections, et que je me suis rendu compte que les études étaient bidons du côté pour les vaccins Covid, j'ai dit où sont les études pour les autres vaccins? Comment fait-on un protocole de façon à montrer qu'un vaccin est sûr et efficace? Et qu'est-ce qui va me prouver du coup maintenant? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux gens? Regardez, voilà, ça c'est une étude, une bonne étude, qui montre vraiment qu'on a un vaccin qui est sûr et efficace, alors que ceux pour Moderna, Pfizer sont entièrement bidons. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre étude avec un protocole sérieux qui montre qu'aucun vaccin fonctionne. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut juste dire que moi, en tant que statisticien, je n'ai absolument rien à vous proposer pour soutenir absolument aucune vaccination que ce soit. On parle beaucoup des vaccins RNM puisque c'est ceux qu'on a eu majoritairement en France, mais il y en a eu d'autres, des types de vaccins dans d'autres pays. Et je peux vous assurer qu'on voit exactement les mêmes courbes de mortalité, que ce soit en Angleterre, en Hongrie, c'est encore pire même, ou dans les pays qui ont vacciné avec des vaccins dits classiques. Donc, il n'y a pas de différence visible en termes statistiques entre ces nouveaux et ces anciens. Alors, peut-être qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux protocoles avec, on parle des particules lipidiques, etc., qui seraient mis partout maintenant. Peut-être que c'est ça, mais en tout cas, voilà, les ARNM ne font pas plus ou moins de dégâts que les autres. Ils font pareil en termes de morts comptées pendant les campagnes de vaccination. Et voilà, et ce que je redis, c'est que pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de lire la moindre étude correcte qui me permette d'affirmer en tant que statisticien qu'une vaccination, ça sert à quelque chose et que c'est pas dangereux. En tout cas, voilà. Peut-être que ça existe quelque part, mais en 3 ans de recherche, j'en ai pas vu. Merci Pierre, tu rejoins exactement ce que Marc Menant a écrit dans son livre, qui a une position extrêmement virulente contre le vaccin, et il a fait un travail très remarquable, notamment sur la question du papillomavirus, parce que c'est une question qui est revenue là, et je ne veux pas me substituer, mais le papillomavirus est vendu comme une opération, c'est une opération commerciale. Je l'écris dans ma note que vous trouvez sur le site de Réaction 19, qui est adressée au ministère de la Santé. Il y aura maintenant une note qui va sortir les prochains jours avec 15 questions et réponses sur le papillomavirus, mais il n'existe aucune statistique fiable, sérieuse, parce que ce qui s'est passé en Australie, c'est qu'en Australie, quand il y a eu une baisse des cancers, ce n'était pas lié à la vaccination, c'était que les gens avaient chuté de manière très très forte de clopés, parce qu'ils avaient passé le prix des cigarettes à 25 sterling. Donc automatiquement, les femmes qui étaient extrêmement fumeuses ont arrêté de fumer du jour au lendemain, vu que le prix était terrible. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de fumer dans la rue en Australie, donc on en est à des niveaux de folie.
C'est pour cette raison qu'il y a eu une chute de la mortalité du papillomavirus, parce que je rappelle à toutes que quand une femme fume, vous pouvez regarder la différence de couleur d'un utérus féminin d'une femme non fumeuse et d'un utérus féminin d'une femme féminine. L'utérus de femme fumeuse, vous allez voir, la couleur, elle est terrifiante. Donc, ça a une vraie problématique. Il y a une question qui me paraît importante, qui est vraiment une question pour toi, le statisticien. Comment expliquer la mortalité impressionnante de 0 à 14 ans, publiée depuis plus d'1 an par Euromomo? C'est vraiment une belle question. En fait, c'est assez terrible et simple. En fait, Euromomo mélange tout le monde entre 0 et 14 ans. Or, à quel âge on meurt? On meurt à 0 ans. C'est là où il y a vraiment l'écrasante majorité des décès. Pour les 0-14 ans, c'est 2/3 des décès qui se passent à 0 ans. Donc en fait, de 1 à 14 ans, on meurt très peu. En fait, pour être parfaitement précis, de 3 à 14 ans, on meurt très peu. À 1 an, il y a encore un petit peu de décès, à 2 ans aussi. On appelle ça la mort subite du nourrisson. C'est pile pendant les moments où on fait la vaccination des enfants. Voilà, je pose ça là. J'aimerais juste bien qu'un jour, on fasse une étude, que la Sécu prenne le temps de faire une étude pour vérifier qu'il n'y a pas de lien entre les deux éléments. Et statistiquement, on peut le faire. Ça n'a jamais été fait en 30 ans. C'est intéressant qu'on ait les chiffres pour lancer des vraies études pour vérifier. Mais bref, je m'arrête là. Pourquoi? Donc, en fait, c'est surtout les 0 ans. Donc, ça veut dire que c'est chez les 0 ans qu'il y a des hausses de décès et pas chez les 1-14. Et les 0 ans, qu'est-ce qui va compter? On ne vaccine pas les 0 ans contre le Covid-19. Ce qu'on vaccine, ce sont les mères. Et donc, en face des décès des 0-14, il faut imaginer que c'est surtout les 0. Et il faut regarder la date de vaccination des mères. Et vous allez voir que les pics de décès chez les 0-14 ont lieu à 2 moments. De 1, pile au moment de la vaccination des jeunes femmes. Donc, ce sont des femmes enceintes qui avortent ou qui accouchent directement d'un bébé qui naît trop tôt et qui ne survit pas. Parce que la majorité des décès à 0 ans, c'est surtout les très grands prématurés. Donc là, on pique, ça fait un grand prémat et on en perd une partie. Et puis, vous avez un deuxième pic de décès, et ça, c'est grâce à Patrice Taravel, qui était ingénieur au CNRS, qui a fait l'exercice, qui a pensé. C'est pile 6 mois après. Vous prenez la vague de vaccination, vous regardez 6 mois après tout pile, et là, vous avez une nouvelle vague de décès chez les 0 ans. Pourquoi? Parce que quand vous vaccinez les femmes qui sont en début de grossesse, elles sont malades tout du long, voilà, donc il y a des problèmes de règles, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça fait une fausse couche. Et donc, toutes les fausses couches qui ont lieu au 1er, 2e, 3e, 4e mois, ça ne fait pas une statistique de décès de nourrisson parce que ça s'appelle un fœtus. Donc, ça sort et c'est un fœtus, on a perdu un bébé, mais statistiquement, ce n'est pas considéré comme un enfant. Seulement, pile après 6 mois, là, clac, on considère que c'est un enfant et donc il naît, il décède juste après, mais on le compte vivant. Et c'est pour ça que vous avez un pic de décès pile à ce moment-là. Donc voilà, vous avez la trace directe. Pile quand on vaccine les femmes enceintes, il y a une hausse de décès. Et en France, on l'a montré, c'est-à-dire qu'il y a un pic de décès fabuleux en France, pile en juin 2021, du jamais vu en termes de taux de mortalité des nourrissons, la mortalité néonatale précoce, pardon, dans les 6 premiers jours de vie. Voilà, c'est un record absolu qui a été battu à cette date-là. Donc pile pendant qu'on vaccine les femmes enceintes, on le voit au niveau européen et on voit un rebond à 6 mois qui correspond pile au moment où on recompte les fausses couches comme étant des décès de nouveau-nés. Pierre, je te remercie beaucoup. C'est vraiment une clarification très importante parce qu'il est vraiment rare d'avoir des informations expliquées de cette manière, de cette clarté, pour permettre vraiment aux gens de saisir. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la dimension dramatique dans laquelle nous étions à 2 ans. C'est important aujourd'hui de faire des vidéos, de travailler ensemble, de prendre le temps d'expliquer, d'utiliser. Moi, je ne fais pas ces émissions pour faire du buzz. Les émissions comme ça, c'est vraiment pour faire de la pédagogie, de la didactique, d'utiliser vraiment Réaction 19 est là pour informer, utiliser le droit, et puis d'ouvrir à celles et ceux qui veulent de pouvoir effectivement communiquer. Pierre, il y a beaucoup de remerciements, beaucoup de cœurs, beaucoup de pouces. Vraiment, je n'ai vu que de belles choses. On n'a même pas beaucoup de trolls, ce que est assez extraordinaire. Ça veut dire que tes explications sont tellement scientifiques qu'aujourd'hui, les trolls, ils sont cachés, ils ont mis une couverture sur la tête. Alors, on est quasiment à la fin et je tente toujours de respecter, de faire moins d'1 heure parce que j'ai mon TMPX, qui est mon directeur du site, qui me règle toujours les pendules. Il me dit moins d'1 heure et tu seras bien. Marie-Lou et nos amants de cœur comme toujours. Je voudrais rappeler 2 choses. Si tu permets, après je donne la parole pour la carte blanche. Je vous rappelle qu'il y a une manifestation, il y a 2 événements jeudi. C'est le passage devant le Conseil de l'Ordre des médecins pour le docteur Fouché à Marseille.
il y a un pique-nique à midi qui se tient à la place de Messie-Martyr. Et ensuite, à 14h, Louis Fouché va passer devant le Conseil de l'Ordre. Tout notre soutien, toute notre amitié, toute notre affection. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit de Réaction 19, beaucoup de monde a envoyé des emails, ça je le sais parce que j'ai reçu en copie et je remercie tous les adhérents et tous les gens qui ne sont pas aussi pour le soutien à Louis Fouché. C'est quand même quelqu'un qui a accompagné nous tous pendant 3 ans et 3 ans et demi, encore plus. Depuis le début, je le connais. Nous avons partagé beaucoup de moments, beaucoup de manifestations et un travail phénoménal de lui. Ensuite, il y a le docteur Amin Lille, que vous connaissez aussi et qui a fait un travail fantastique, qui est arrivé aussi aux portes du Sénat, et c'est ça qui m'a choqué énormément, c'est qu'un monsieur qui est reconnu, y compris par les scientifiques du Sénat, comme étant quelqu'un qui aurait mérité d'être écouté, et il est sanctionné et va sanctionner brutalement. Il va passer devant le Conseil de l'Ordre des pharmaciens demain aussi. Donc c'est un moment très très dur. La journée de demain est une journée très dure pour celles et ceux qui se sont battus avec 2 personnages qui sont extrêmement et qui méritent tout notre respect parce que Amin Lille n'est pas un complotiste, mais c'est lui aussi un scientifique comme nous. Et Louis Fouché est un médecin qui a mis en jeu sa carrière, sa vie, sa famille, sa dignité. Il a tout donné pour tenter de porter la vérité. Donc voilà, tout notre soutien. Je ne pourrais pas y être demain. J'ai pris au niveau professionnel, mais l'énergie, je crois qu'elle existe et je la vois. On est effectivement à 2 minutes. Pierre, je te donne la parole. Je te mets en plein écran. Tu as 2 minutes pour exprimer tout ce que tu veux, pour terminer sur une note positive, pour donner de l'énergie, pour donner à nous tous, toi comme scientifique. Je te remercie beaucoup. Tu as la parole. Merci Carlo, et puis j'en profite pour remercier Réaction 19 comme collectif pour tout ce qui a été fait d'un point de vue juridique et le reste depuis le début. Et je pense que c'est vital d'avoir des collectifs comme ça et de continuer, et que c'est loin d'être fini. Les périodes de crise s'enchaînent. Vous savez, encore une fois, moi je m'intéressais à l'économie, et l'économie, on en a discuté avec Zeb Riochet sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. L'économie est morte. L'économie euro-dollar, c'est mort. Même le yuan, l'économie mondiale est morte depuis la crise de 2008. Depuis la crise de 2008, elle est sous perfusion, de manière parfaitement artificielle, avec de la planche à billets. Et donc, on avance de crise en crise avec on va dire, un pouvoir, une élite mondiale qui ne veut surtout pas que l'économie mondiale s'effondre. Et pourtant, elle est déjà morte. Donc, ça va s'effondrer. Et ce qui fait qu'on avance de crise en crise avec des pertes de liberté qui arrivent au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a une fausse crise pandémique, et ou des risques de guerre ou d'attentats. Et donc, ça a été le cas pendant 3 ans. Il a fallu se battre pour réussir à faire tomber et ne pas tout perdre d'un coup. Mais on n'a pas fini de se battre, puisque, évidemment, jusqu'à ce que le système économique mondial, qui est déjà mort, finisse par s'effondrer de manière définitive, on va avancer de crise en crise, et il faut absolument résister jusqu'au bout et continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'ici, ne rien lâcher. Et il n'y a que ce que l'on ne lâche pas qu'on finit par garder comme liberté. Cher Pierre, je suis ému et heureux de t'avoir reçu dans notre direct ce soir, dans le tête-à-tête, qui est une émission où effectivement de temps en temps des invités de prestige comme toi ont l'occasion de venir parler aux adhérents de Réaction 19, mais aussi à beaucoup de gens qui ne le sont pas. C'est une émission où je laisse vraiment la parole, parce que tout le monde sait que je suis baba, et les gens s'étonnent que je laisse totalement. Tu as vu que je ne la prends pas. Et je voulais vraiment te remercier. Je rappelle ton livre qui est derrière toi, qui est le fameux Les chiffres. Ah, pardon, j'ai un trou de mémoire sur ton livre. Voilà, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, voilà, et aussi le livre. Je te remercie de le mien. Merci encore Pierre, et merci à tous les gens. Alors, j'ai dit à tout le monde depuis j'arrête, j'ai fait actuellement, alors je reçois beaucoup de questions, et le fait que je fais un direct par semaine, ça peut retarder. Alors, je vais faire, là par exemple, je fais une pastille de 2 minutes sur la question, est-ce qu'un directeur d'EHPAD peut-il imposer la vaccination Covid ou la vaccination? La réponse c'est non. J'ai fait des pastilles. Donc, sur les questions que vous adressez à Réaction 19 par la fiche contact, je ferai des pastilles, je ferai peut-être 1 ou 2 questions à la fois. Comme ça, ça permettra de répondre très vite et de ne pas attendre une semaine entière. Voilà, c'est un petit changement technique en utilisant Restream ou YouTube. Tu peux rappeler aussi ta chaîne, Pierre, que je suis souvent aussi. Tu peux rappeler aussi ta chaîne.
La petite chaîne s'appelle Décoder l'écho sur YouTube. On est bientôt 70 000 dessus, ce qui est pas trop mal. Et puis bah voilà, Eh ben, on c'est va très bien. on va On va continuer. adhérer. Que les gens de chez toi viennent chez moi et les gens de chez moi deviennent aussi de tes abonnés. Merci encore, je t'embrasse très fort et j'embrasse très très fort tous mes amis, tous les gens qui nous sont suivis. Nous sommes presque à 1500 directs, ce qui est pas mal du tout. C'est un beau score, pas parce que le score de l'auteur, mais pour dire qu'il y a eu 1500 personnes qui ont suivi et sont là, présents, qui ont écouté tes analyses et tes réflexions scientifiques. Merci encore, j'embrasse tout le monde, portez-vous bien et surtout, voilà, évitez des picos inutiles. Ciao. Ciao. Ciao Pierre.